Bonsoir, vous écoutez La Voix des Ombres. À présent que votre route vous a guidé jusqu'ici, vous voilà fin prêt à découvrir les mille et un fantômes. Alors installez-vous confortablement, laissez la lampe vaciller et suivez-moi dans ces récits où l'imaginaire flirte avec l'invisible. Chapitre 1. La rue de Diane à Fontenay-aux-Roses. Le 1er septembre de l'année 1831, je fus invité par un de mes anciens amis, chef de bureau au domaine privé du roi, à faire avec son fils l'ouverture de la chasse à Fontenay-aux-Roses. J'aimais beaucoup la chasse à cette époque, et en ma qualité de grand chasseur, c'était chose grave que le choix du pays où devait chaque année se faire l'ouverture. D'habitude, nous allions chez un fermier, ou plutôt chez un ami de mon beau-frère. C'était chez lui que j'avais, en tuant un lièvre, fait mes débuts dans la science des Nemrod et des Elzéar Blaze. Sa ferme était située entre les forêts de Compiègne et de Villers-Cotterêts, à une demi-lieue du charmant village de Morienval, à une lieue des magnifiques ruines de Pierrefonds. Les 2 ou 3 000 arpents de terre qui forment son exploitation présentent une vaste plaine, presque entièrement entourée de bois, coupée vers le milieu par une jolie vallée au fond de laquelle on voit, parmi les prés verts et les arbres aux tons changeants, fourmiller des maisons à moitié perdues dans le feuillage et qui se dénoncent par les colonnes de fumée bleuâtre qui, d'abord protégées par l'abri des montagnes qui les entourent, montent verticalement vers le ciel et ensuite, arrivées aux couches d'air supérieures, se courbent, élargies comme la cime des palmiers, dans la direction du vent. C'est dans cette plaine et sur le double versant de cette vallée que le gibier des 2 forêts vient s'ébattre comme sur un terrain neutre. Aussi, l'on trouve de tout sur la plaine de Brassoir. Du chevreuil et du faisan en longeant les bois, du lièvre sur les plateaux, du lapin dans les pentes, des perdrix autour de la ferme. Monsieur Moquet, c'est le nom de notre ami, avait donc la certitude de nous voir arriver. Nous chassions toute la journée et le lendemain à 2 heures, nous revenions à Paris, ayant tué entre 4 ou 5 chasseurs, 150 pièces de gibier dont jamais nous n'avons pu faire accepter une seule à notre hôte. Mais cette année-là, infidèle à Monsieur Moquet, j'avais cédé à l'obsession de mon vieux compagnon de bureau, séduit que j'avais été par un tableau que m'avait envoyé son fils, élève distingué de l'école de Rome, et qui représentait une vue de la plaine de Fontenay-aux-Roses, avec des étoiles pleines de lièvres et des luzernes pleines de perdrix. Je n'avais jamais été à Fontenay-aux-Roses. Nul ne connaît moins les environs de Paris que moi. Quand je franchis la barrière, c'est presque toujours pour faire 5 ou 600 lieues. Tout m'est donc un sujet de curiosité dans le moindre changement de place. À 6 heures du soir, je partis pour Fontenay, la tête hors de la portière, comme toujours. Je franchis la barrière d'Enfer, je laissai à ma gauche la rue de la Tombissoire et j'enfilai la route d'Orléans. On sait qu'Issoire est le nom d'un fameux brigand qui, du temps de Julien, rançonnait les voyageurs qui se rendaient à Lutèce. Il fut un peu pendu, à ce que je crois, et enterré à l'endroit qui porte aujourd'hui son nom, à quelque distance de l'entrée des catacombes. La plaine qui se développe à l'entrée du petit Mont Rouge est étrange d'aspect. Au milieu des prairies artificielles, des champs de carottes et des plates-bandes de betteraves, s'élèvent des espèces de forts carrés en pierre blanche que domine une roue dentée pareille à un squelette de feu d'artifice éteint. Cette roue porte à sa circonférence des traverses de bois sur lesquelles un homme appuie alternativement l'un et l'autre pied. Ce travail d'écureuil, qui donne au travailleur un grand mouvement apparent sans qu'il change de place en réalité, a pour but d'enrouler autour d'un moyeu une corde qui, en s'enroulant, amène à la surface du sol une pierre taillée au fond de la carrière et qui vient voir lentement le jour. Cette pierre, un crochet l'amène au bord de l'orifice, où des rouleaux l'attendent pour la transporter à la place qui lui est destinée. Puis la corde redescend dans les profondeurs, où elle va rechercher un autre fardeau, donnant un moment de repos au moderne ixion, auquel un cri annonce bientôt qu'une autre pierre attend le labeur qui doit lui faire quitter la carrière natale, et la même œuvre recommence pour recommencer encore, pour recommencer toujours. Le soir venu, l'homme a fait 10 lieues sans changer de place. S'il montait en réalité en hauteur d'1 degré à chaque fois que son pied pose sur une traverse, au bout de 23 ans, il serait arrivé dans la Lune.
C'est le soir surtout, c'est-à-dire à l'heure où je traversais la plaine qui sépare le petit du grand Mont-Rouge, que le paysage, grâce à ce nombre infini de roues mouvantes qui se détachent en vigueur sur le couchant enflammé, prend un aspect fantastique. On dirait une de ces gravures de Goya, où dans la demi-teinte, des arracheurs de dents font la chasse aux pendus. Vers 7 heures, les roues s'arrêtent, la journée est finie. Ces moellons, qui font de grands carrés longs de 50 à 60 pieds, hauts de 6 ou 8, c'est le futur Paris qu'on arrache de terre. Les carrières d'où sort cette pierre grandissent tous les jours. C'est la suite des catacombes d'où est sorti le vieux Paris. Ce sont les faubourgs de la ville souterraine qui vont gagnant incessamment du pays et s'étendant à la circonférence. Quand on marche dans cette prairie de Montrouge, on marche sur des abîmes. De temps en temps, on trouve un enfoncement de terrain, une vallée en miniature, une ride du sol. C'est une carrière mal soutenue en dessous, dont le plafond de gypse a craqué. Il s'est établi une fissure par laquelle l'eau pénètre dans la caverne. L'eau a entraîné la terre. De là, le mouvement du terrain. Cela s'appelle un fondis. Si l'on ne sait point cela, si on ignore que cette belle couche de terre verte qui vous appelle ne repose sur rien, on peut, en posant le pied au-dessus d'une de ces gerçures, disparaître, comme on disparaît en montant vert entre deux murs de glace. La population qui habite ces galeries souterraines a comme son existence, son caractère et sa physionomie à part. Vivant dans l'obscurité, elle a un peu les instincts des animaux de la nuit, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse et féroce. Souvent, on entend parler d'un accident. Un été a manqué, une corde s'est rompue, un homme a été écrasé. À la surface de la terre, on croit que c'est un malheur. 30 pieds au-dessous, on sait que c'est un crime. L'aspect des carriers est en général sinistre. Le jour, leur œil clignote. À l'air, leur voix est sourde. Ils portent des cheveux plats, rabattus jusqu'aux sourcils. Une barbe qui ne fait que tous les dimanches matins connaissance avec le rasoir. Un gilet qui laisse voir des manches de grosses toiles grises. Un tablier de cuir blanchi par le contact de la pierre. Un pantalon de toile bleue. Sur une de leurs épaules est une veste pliée en deux, et sur cette veste pose la manche de la pioche ou de la bésaiguë qui 6 jours de la semaine creuse la pierre. Quand il y a quelque émeute, il est rare que les hommes que nous venons d'essayer de peindre ne s'en mêlent pas. Quand on dit à la barrière d'enfer « Voilà les carriers de Montrouge qui descendent », les habitants des rues avoisinantes secouent la tête et ferment leurs portes. Voilà ce que je regardais, ce que je vis pendant cette heure du crépuscule qui, au mois de septembre, sépare le jour de la nuit. Puis, la nuit venue, je me rejetai dans la voiture, d'où certainement aucun de mes compagnons n'avait vu ce que je venais de voir. Il en est ainsi en toutes choses. Beaucoup regardent, bien peu voient. Nous arrivâmes vers les 8h30 à Fontenay. Un excellent souper nous attendait, puis après le souper, une promenade au jardin. Sorrente est une forêt d'orangers. Fontenay est un bouquet de roses. Chaque maison a son rosier qui monte le long de la muraille, protégé au pied par un étui de planches. Arrivé à une certaine hauteur, le rosier s'épanouit en gigantesque éventail. L'air qui passe est embaumé, et lorsqu'au lieu d'air il fait du vent, il pleut des feuilles de rose comme il en pleuvait à la fête Dieu quand Dieu avait une fête. De l'extrémité du jardin, nous eussions eu une vue immense s'il eût fait jour. Les lumières seules semées dans l'espace indiquaient les villages de Sceaux, de Bagneux, de Châtillon et de Montrouge. Au fond s'étendait une grande ligne roussâtre d'où sortait un bruit sourd, semblable au souffle de Léviathan. C'était la respiration de Paris. On fut obligé de nous envoyer coucher de force, comme on fait aux enfants. Sous ce beau ciel tout brodé d'étoiles, au contact de cette brise parfumée, nous eussions volontiers attendu le jour. À 5 heures du matin, nous nous mîmes en chasse, guidés par le fils de notre hôte, qui nous avait promis monts et merveilles et qui, il faut le dire, continua à nous vanter la fécondité giboyeuse de son territoire avec une persistance digne d'un meilleur sort. À midi, nous avions vu 1 lapin et 4 perdrix. Le lapin avait été manqué par mon compagnon de droite, une perdrix avait été manquée par mon compagnon de gauche, et sur les 3 autres perdrix, 2 avaient été tués par moi. À midi, à Brassoir, j'eusse déjà envoyé à la ferme 3 ou 4 lièvres et 15 ou 20 perdrix.
J'aime la chasse, mais je déteste la promenade, surtout la promenade à travers champs. Aussi, sous prétexte d'aller explorer un champ de luzerne situé à mon extrême gauche, et dans lequel j'étais bien sûr de ne rien trouver, je rompis la ligne et fis un écart. Mais ce qu'il y avait dans ce champ, ce que j'y avais avisé dans le désir d'une retraite qui s'était déjà emparée de moi depuis plus de 2 heures, c'était un chemin creux, qui, me dérobant au regard des autres chasseurs, devait me ramener par la route de Sceaux droit à Fontenay-aux-Roses. Je ne me trompais pas. À 1 heure sonnant au clocher de la paroisse, j'atteignais les premières maisons du village. Je suivais un mur qui me paraissait clore une assez belle propriété, lorsque, en arrivant à l'endroit où la rue de Diane s'embranche avec la grande rue, je vis venir à moi, du côté de l'église, un homme d'un aspect si étrange que je m'arrêtai et qu'instinctivement j'armai les 2 coups de mon fusil, mû que j'étais par le simple sentiment de la conservation personnelle. Mais pâle, les cheveux hérissés, les yeux hors de leur orbite, les vêtements en désordre et les mains ensanglantées, cet homme passa près de moi sans me voir. Son regard était fixe et atone à la fois. Sa course avait l'emportement invincible d'un corps qui descendrait une montagne trop rapide, et cependant sa respiration ralente indiquait encore plus d'effroi que de fatigue. À l'embranchement des 2 voies, il quitta la grande rue pour se jeter dans la rue de Diane, sur laquelle s'ouvrait la propriété dont pendant 7 ou 8 minutes j'avais suivi la muraille. Cette porte, sur laquelle mes yeux s'arrêtèrent un instant même, était peinte en vert et était surmontée du numéro 2. La main de l'homme s'étendit vers la sonnette bien avant de pouvoir la toucher. Puis il l'atteignit, l'agita violemment, et presque aussitôt, tournant sur lui-même, il se trouva assis sur l'une des 2 bornes qui servent d'ouvrage avancé à cette porte. Une fois là, il demeura immobile, les bras pendants et la tête inclinée sur la poitrine. Je revins sur mes pas, tant je comprenais que cet homme devait être l'acteur principal de quelque drame inconnu et terrible. Derrière lui, et aux 2 côtés de la rue, quelques personnes, sur lesquelles il avait sans doute produit le même effet qu'à moi, étaient sorties de leur maison et le regardaient avec un étonnement pareil à celui que j'éprouvais moi-même. À l'appel de la sonnette qui avait résonné violemment, une petite porte percée dans la grande s'ouvrit, et une femme de 40 à 45 ans apparut. « Ah, c'est vous, Jacquemin ?» dit-elle. « Que faites-vous donc là ?»« Monsieur le maire est-il chez lui ?» demanda d'une voix sourde l'homme auquel elle adressait la parole. « Oui. »« Eh bien, mère Antoine, allez lui dire que j'ai tué ma femme et que je viens me constituer prisonnier. » La mère Antoine poussa un cri, auquel répondirent 2 ou 3 exclamations arrachées par la terreur à des personnes qui se trouvaient assez près pour entendre ce terrible aveu. Je fis moi-même un pas en arrière et rencontrai le tronc d'un tilleul auquel je m'appuyais. Au reste, tous ceux qui se trouvaient à portée de la voix étaient restés immobiles. Quant au meurtrier, il avait glissé de la borne à terre comme si, après avoir prononcé les fatales paroles, la force l'eût abandonné. Cependant, la mère Antoine avait disparu, laissant la petite porte ouverte. Il était évident qu'elle était allée accomplir près de son maître la commission dont Jacquemin l'avait chargée. Au bout de 5 minutes, celui qu'on était allé chercher parut sur le seuil de la porte. 2 autres hommes le suivaient. Je vois encore l'aspect de la rue. Jacquemin avait glissé à terre, comme je l'ai dit. Le maire de Fontenay-aux-Roses, que venait d'aller chercher la mère Antoine, se trouvait debout près de lui, le dominant de toute la hauteur de sa taille qui était grande. Dans l'ouverture de la porte se pressaient les 2 autres personnes dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure. J'étais appuyé contre le tronc d'un tilleul planté dans la grande rue, mais d'où mon regard plongeait dans la rue de Diane. À ma gauche était un groupe composé d'un homme, d'une femme et d'un enfant, l'enfant pleurant pour que sa mère le prît dans ses bras. Derrière ce groupe, un boulanger passait sa tête par la fenêtre du premier, causant avec son garçon qui était en bas et lui demandant si ce n'était pas Jacquemin, le carrier, qui venait de passer en courant. Puis enfin apparaissait, sur le seuil de sa porte, un maréchal Ferrand, noir par devant, mais le dos éclairé par la lumière de sa forge dont ton apprenti continuait de tirer le soufflet. Voilà pour la grande rue. Quant à la rue de Diane, à part le groupe principal que nous avons décrit, elle était déserte. Seulement à son extrémité, l'on voyait poindre 2 gendarmes qui venaient de faire leur tournée dans la plaine pour demander les ports d'armes et qui, sans se douter de la besogne qui les attendait, se rapprochaient de nous en marchant tranquillement au pas. 1h15 sonnait. Et l'histoire s'arrête là pour aujourd'hui. Les esprits se taisent pour ce soir.
Mais qui sait ce que la nuit nous réserve?